Bonjour à tous et bienvenue. Si je vous parle de gong, de bol, de son, de vibration, est-ce que vous allez savoir deviner où je suis et avec qui je suis? Je suis aujourd'hui dans le premier centre européen de sonothérapie qui a été cofondé par mon invité d'aujourd'hui, qui est Swan. Bonjour Swan. Bonjour. Très heureuse de me trouver dans ce décor magnifique. Avec plaisir. Beaucoup de chance, tu as beaucoup de chance, parce que vraiment on se sent dans un cocon. Oh, ça se provoque la chance. Oui, bon. Ça se travaille un petit peu. Beaucoup même. Non, mais tu as de la chance d'être ici. J'ai eu la chance, moi aussi, parce que moi j'ai eu de la chance, je l'avoue, de participer à un gong bass, qui me laisse encore planer d'ailleurs. Et il est vrai qu'on est accueillis dans un cocon d'harmonie et les ondes sont très belles. On a essayé de faire ça, on fait ça dans tous nos centres en fait, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une atmosphère qui soit adéquate avec la pratique. C'est-à-dire que dès que tu passes la porte, qui est vraiment du zen, direct, que les gens se sentent cocoonés. Et que même avant même les gongs en fait eux-mêmes avant de les jouer, ils ont une présence calmante. Ouais. C'est vraiment un instrument qui est particulièrement mystique, c'est-à-dire ça force un peu le respect. Quand tu rentres dans la salle, tu es ah waouh. On se sent tout petit. C'est ça en fait, c'est tellement ancestral. Il y a quelque chose qui se dégage de ces instruments-là, qui est déjà méditatif. Alors, avant de parler de tout ça, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, parle-moi un petit peu de toi, parce que dès l'enfance, déjà, toi à l'époque, tu n'étais pas... Si, tu étais musicien dans l'âme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Jusqu'à la sonothérapie? Non, déjà jusqu'à l'amour du gong. Ah ouf, c'est venu très vite ça. Là au départ, c'est plus un aspect musical. Moi j'ai commencé assez tôt la musique, j'étais gamin, et j'étais batteur au départ, batteur et percu. Et très fan de groupes 70s comme les Pink Floyd et Led Zeppelin. Et forcément, quand on parle de Nick Mason ou de John Bonham, qui sont mes deux batteurs références, évidemment, ils ont un gong derrière la batterie. Ils ont ça de commun, en fait, les deux, c'est qu'ils avaient un gros gong derrière la batterie. Et moi, j'étais très fan de ça, et je me disais, waouh. Donc, en fait, vu que j'ai ton gong. Eh ben ouais, j'ai acheté le premier, j'avais 14 ans, en fait, pour le mettre sur ma batterie. Et j'ai vite compris à avoir cet instrument derrière le dos, en le jouant. Je continuais à jouer de la batterie, il vibrait derrière moi, je me suis dit, mais il se passe des choses là, c'est vraiment pas qu'un instrument de musique, le vibratoire est vraiment tellement déstressant. Et puis alors voilà, de fil en aiguille, ça a donné que j'ai eu besoin de me renseigner, faire des académies pour voir un petit peu me former aux différentes techniques et apprendre médicalement ce que ça fait, les effets que ça peut avoir dans le corps et pour finalement monter mes méthodes, etc. Donc c'est un cheminement logique pour moi, le passage de la musique à la musique qui fait du bien. Oui, parce que tu as suivi une formation de musique classique, je dirais musique, les études de musique, voilà, au départ. Et après, tu t'es un petit peu dévié vers... Tu as été en Asie pour cela ou tu l'as fait en Europe simplement? Alors en fait, un peu partout, mais le fait est que l'Asie... Alors on a toujours cette image un petit peu que ça vient d'Asie, tout ça, parce qu'effectivement, au départ, les premiers gongs et bols ont été trouvés sur la chaîne himalayenne, donc il y a très longtemps de ça, puisqu'on parle de plus de 8000 ans en arrière. Le fait est que maintenant, au niveau de l'expertise du son, c'est beaucoup plus les Occidentaux qui ont poussé ça un peu loin. Parce qu'en fait, en Asie, ils utilisent ces instruments de manière beaucoup plus intuitive. Oui. C'est un peu empirique, en fait. Et puis, c'est pas les mêmes gongs non plus. On va avoir des gongs de temple un peu plus. Tu sais, les gongs qui ont une espèce de téton au milieu, là, et qui n'ont qu'une note, en fait, c'est plus pour l'appel à la méditation dans les temples. Mais c'est pas forcément des gongs thérapeutiques. Là, c'est vraiment des marques de matériel européen, particulièrement allemand, puisque là, ces gongs-là, c'est la marque Paste, qui est une marque qui fait des cymbales pour les batteurs et qui fait des gongs depuis très longtemps. Ça fait depuis plus d'un siècle qu'ils font des gongs pour les orchestres philharmoniques. Et donc, ils ont une grosse expertise de fabrication, beaucoup plus que ce qu'on trouve en Inde ou au Népal, qui va être, peut-être les instruments vont être magnifiques et ils vont nous parler au cœur, mais en termes de thérapie, de vraiment des choses très scientifiques, les Occidentaux ont poussé le bouchon beaucoup plus loin. Alors, ce qui m'a plu, je reviens là-dessus sur le livre, qui est très bien construit, qui m'a beaucoup plu parce que, en fait, on pourrait croire à te voir, à entendre sonothérapie, gong, le côté perché, tu vois. Et finalement, il est très carré. Et c'est exactement ce que j'aime, parce que même les personnes qui ne connaissent pas la musique, la vibration, les fréquences, vont s'y retrouver parce que tout est très clairement expliqué.
Ouais. Alors, quand tu parles de son, par exemple, pour toi, quelle est la définition du son, si tu devais l'expliquer? Parce que finalement, ce son qui est énergie, qu'on ressent complètement, qui te traverse quand tu es devant, par exemple, ce gong, quel est l'effet, comment ça se passe en fait? Alors il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le son, on a l'aspect auditif, et ça c'est le côté de la musique qui est hautement thérapeutique, puisque le beau fait du bien. Quand tu écoutes un très beau morceau de musique, il va t'émouvoir énormément, ça va direct à la mémoire affective, on peut revenir vite en enfance, c'est des choses, c'est un peu comme l'odorat, hein, quand on parle de la petite Madeleine de Proust. C'est ce que j'allais dire. Voilà, en musique c'est la même chose. Tu vas entendre un morceau que tu n'as pas entendu depuis 30 ans et tu revis complètement. Tu revis ton premier slow avec ton premier copain. Tes premiers pleurs. Ouais, c'est ça, en se tenant à 2 mètres comme ça, tu sais, un truc. Si j'avais su. C'est ça. Et en fait, et ce côté-là, c'est le côté musical. Après, ça, c'est l'auditif. Là, on parle de vibratoire, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a même dans nos centres, on a beaucoup de malentendants qui viennent. Ils n'entendent rien. Ils entendent des vibrations. Ils ressentent les vibrations, ils touchent le sol, ils vont ressentir les vibrations. Et ils ressentent la même chose que les gens qui entendent. C'est-à-dire que tu vas demander à quelqu'un un peu ce qu'il a entendu, il va te dire, tiens, ça a fait une onde de forme qui faisait un peu wou, 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 comme ça, comme tu viens de vivre. Tu demandes à un malentendant qui n'a rien entendu ce qu'il a ressenti, il te fait le même geste. C'est assez étonnant. Et donc en fait, on est vraiment sur ces deux domaines-là, c'est-à-dire il y a le côté sonore et surtout le côté vibratoire dans ces sessions-là. Alors comment ça se passe pour répondre à ta question? Mécaniquement, puisqu'on sait, il y a plein d'études scientifiques qui sont sorties maintenant, on en a fait nous-mêmes plusieurs. À l'intérieur du corps, il y a un élément qui est très présent, c'est l'élément liquide. On est plein d'eau, hein. Oui. À peu près 70-75% d'eau. Les vibrations, elles ne trichent pas, elles vont rentrer à l'intérieur et faire vibrer toute l'eau du corps. Ça a une première fonction, c'est de calmer le rythme cellulaire. Hein, puisque la cause principale du stress, c'est la survibration cellulaire. Hein, quand tu bouillonnes à la fin d'une journée un peu intense, c'est ça, hein, c'est toutes tes cellules qui s'entrechoquent. Après une session de sonothérapie bien jouée, on va avoir toutes les cellules qui vont se remettre à flotter tranquille. Ça, c'est le côté relaxant. Oui. Hein, c'est la gestion du stress pure. Ça, c'est la source de tout ce qu'on fait. Gestion du stress. On sait que le stress est à l'origine de plein de mal-être, hein, sur tous les corps, hein, d'ailleurs, que ce soit physique, psychologique, émotionnel ou énergétique. Donc, à partir de là, on démarre sur cette base-là. La première chose, c'est donc au niveau cellulaire et au niveau relaxation. Une autre chose qui est très importante, c'est la circulation. Alors, ça marche très bien sur le sanguin et le lymphatique, mais là, on va parler de circulation énergétique. Tes méridiens, tes fascias. Bien. Là, on est sur une technique qui s'appelle la vibraponcture, acupuncture des vibrations. Donc, alors du coup, on rentre comme en acupuncture, dans les méridiens, sauf qu'en acupuncture, on met des aiguilles. Là, on y va avec des fréquences, et on les choisit. Et on sait l'effet que va avoir telle ou telle fréquence. Donc du coup, ça rentre dans les méridiens, et là, ça triche pas. C'est-à-dire, ça rentre dans un canal énergétique, et paf, tiens, il y a un nœud là. Et ça va le dissoudre, afin que ça recircule. Le nœud en question, il peut venir de tes angoisses, de tes stress, de tes peurs, de tes colères. Il faut se regarder sans complaisance, on n'est pas des bouddhas. Hein. L'être humain, il est comme ça, hein. Ça c'est la faute à Radio Blabla, là, un peu. Il faut mettre le volume à 0 de temps en temps, et ça c'est assez efficace pour ça. Donc le fait est que quand on a des sentiments comme ça, qui sont un peu difficiles, qui sont intrinsèques à l'être humain, c'est le fait qu'on est doué de raison, c'est pour ça. Hein. On s'inquiète, on est un animal un peu stressé. Donc, et de ce fait, on fait des nœuds. Alors, les fréquences, elles trichent pas, elles vont rentrer, tiens, il y a un nœud là, on va le dissoudre. Ça peut être un nœud qui vient d'une vieille blessure. Hein. On a des gens dans les gongs baffes, des fois, qui nous disent, tiens, j'ai eu une douleur vive pendant 30 secondes et plus rien. Où ça? Au genou. T'as une histoire au genou? Bah oui, je me suis cassé le genou en moto il y a 20 ans. Tiens, bah voilà. Alors, à l'hôpital, on t'a soigné le physique, pas l'énergétique, ça c'est leur boulot. Hein. Donc évidemment, là, quand ça circule plus, il y a une fréquence qui va rentrer, pique, 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 ça pique un peu, et ça y est, ça recircule. Donc ça, c'est le côté circulatoire. Il y a un autre effet qui est très important dans ces sessions-là, c'est l'accordage. Tu as besoin que tes chakras soient accordés, sauf qu'on est tout le temps désaccordés. La moindre peur, la moindre angoisse, paf, on se désaccorde. En fait, c'est très très rare qu'on soit accordé. D'ailleurs, on le sent. Quand on est accordé, on se sent très aligné. Il y a plein de fois où on dit plutôt, je me sens pas aligné quand même. Alors voilà, c'est plus facile après un mois de vacances, hein, d'ailleurs. Hein. Pour parler franc. Le fait est qu'on est dans des sociétés qui sont quand même très demandeuses en énergie, et résultat, on se retrouve avec un désaccordage, une disharmonie quasi permanente. La disharmonie, c'est un peu notre ennemi à nous. Oui, le terme est bien choisi. Ouais, c'est ça. Nous, notre boulot, c'est d'harmoniser les gens. Donc, effectivement, la disharmonie, elle est quasi constante chez les gens. Donc, dans une session comme un gong baff,
Vu que les instruments sont accordés sur des fréquences extrêmement précises, au millième d'hertz, ça nous permet d'accorder les chakras. Alors, on a 7 chakras, et la nature est bien faite, il y a 7 notes dans la gamme. Hein. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Les basses, c'est en bas du corps et les aigus en haut. Pareil pour tout le monde. Et alors là, tu te fais accorder. Et tu te retrouves en accord avec toi-même, tiens. La langue française est très forte pour ça. Si quelqu'un venait, après son mois de vacances, comme tu l'as dit, et il est hyper bien accordé, donc il vient chez toi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, excuse-moi, je rebondis, quand tu es devant ce superbe gong, donc toi, pendant 1 heure, tu le fais 1 heure et demie, puis tu es en fait en première ligne. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de Alors on nous pose souvent cette question. Le fait est que le grand avantage de cette technique-là, c'est qu'il n'y a pas d'overdose de son. C'est-à-dire nous, on joue tous les jours en fait. L'effet secondaire le plus courant que tu peux avoir, c'est de te marrer toute la journée en fait. Oh, bah ça va. Ah bah oui, c'est pourquoi la bonne humeur. Ah oui, non, parce qu'il y a une grosse relativité en fait. Ça te fait lâcher un petit peu les choses irascibles. C'est-à-dire il y a beaucoup de gratitude, qui est le plus beau des sentiments. Hein. On ressent tellement ça. Il y a un côté... évidemment, c'est de la gestion de stress. Donc plus tu es en contact avec ces instruments-là, moins ça revient. Nous, on l'a vu dans un test scientifique qu'on a fait vraiment sur le stress. On a mis des ceintures cardiaques aux gens pendant 6 mois. Avant, après gong baf. Des groupes qui en faisaient 4, d'autres 6, d'autres 8, etc. Pour voir un petit peu ce qui pouvait se passer. Le fait est que pour calculer le stress, en fait, tu calcules la fréquence sinusale. C'est ce qui se situe entre 2 battements de cœur. C'est pas le fait que ton cœur va battre vite. Je vais prendre un exemple, tu viens de faire un footing, tu as le cœur au taquet, c'est pas pour ça que tu es stressé. Bon. Donc, alors on va prendre les 2 battements de cœur là, et puis il y a la fréquence sinusale entre, qui est en général assez mouvante. Hein, si ta fréquence sinusale elle est plate, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'en général, tu n'es plus là. Si tu es là, mais autrement. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a du mouvement là-dedans. Et c'est ça qu'on a calculé, c'est savoir le taux de stress que les gens vont avoir avant, après une session. Et ça, c'est très intéressant pour arriver à se rendre compte qu'en fait, pour répondre à ta question, plus tu en fais, les gens qui en faisaient très régulièrement, plus tu en fais et plus tu constates que le stress ne revient pas. C'est-à-dire, t'en fais qu'un, bon, ça va marcher 3 semaines, 1 mois, puis ça revient. T'en fais 2, les effets durent un peu plus longtemps. Mais par contre, les gens qui ont de la régularité, on en a beaucoup. On a des gens qui viennent toutes les semaines, hein, toute l'année. Hein. Et alors là, voilà, tu gardes cet état de relâchement et de grosse relativité. Hein. C'est-à-dire tu bloques moins sur des détails qui peuvent être un peu parfois nous faire dégoupiller pour rien, quoi, en fait. Alors, ton livre, je disais tout à l'heure, m'avait beaucoup, beaucoup plu. Tout d'abord, tu parles de l'histoire de la sonothérapie, comment elle fonctionne. Et ensuite, dans la deuxième partie, tu évoques le gong basse. Tu évoques un petit peu tout ce qui est relatif au gong, au bol, tous les outils, tes instruments, parce qu'en fait, tu en as beaucoup que tu utilises dans ton escarcelle. Qu'est-ce qui te fait choisir un instrument plutôt qu'un autre? C'est-à-dire, parce que je pense que tous les gong basses sont différents en fonction de non seulement l'énergie de la salle, des personnes qui sont là, et de ton énergie à toi. Donc, ça, tu as une certaine empathie finalement. Où en est d'ailleurs ton 6e sens par rapport à ça? Où en es-tu par rapport à la spiritualité entre guillemets? Là, c'est complètement fou en fait, parce que la sonothérapie t'ouvre très très fort le 3e œil en fait. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans mes formations. Je dis toujours aux gens, attendez-vous à avoir des intuitions très subtiles et de plus en plus. Plus on joue, plus c'est le cas. C'est-à-dire que, faut le savoir, c'est qu'à Ajna, le 3e œil est quand même le chakra qu'on utilise le moins. C'est le plus costaud, contrairement au ventre qui est le plus instable, on le sait bien. Oui, d'ailleurs, tu parles du 2e chakra, donc le ventre. Oh là là, très versatile. Mais celui-là, par contre, est très costaud, mais très sous-exploité dans nos sociétés. Les Indiens, que ce soit les Indiens d'Inde ou d'Amérique, par contre, le développent énormément. Les êtres qui développent le plus ça, c'est les chiens. C'est fou. Les chiens fonctionnent qu'avec le 3e œil. Ils te regardent fixement dans les yeux comme ça, ils communiquent comme ça. Enfin, pour eux, c'est leur mode de communication. Quand on dit il leur manque que la parole, ben non, ils parlent comme ça en fait. Donc il y a un côté, oui, au niveau intuitif, c'est très très subtil. Et plus ça va, plus tu as des intuitions. Tu arrives à sentir, quand tu as fait des milliers de gong baf, tu arrives à sentir quelle personne fait une montée d'angoisse dans la salle, alors que tu en as 50. Hein. Tu sais exactement où elle est, sur quel tapis dans ton dos. Hein. C'est tout à fait étonnant. Hein. Plus tu t'écoutes en fait, et plus ça monte en termes de puissance. Bon, ça, c'est assez particulier. J'en reviens à ta question, comment on choisit le matériel par rapport à la session, par rapport à ce qu'on veut faire? D'abord, première chose, ça va dépendre aussi de quel type de session tu fais. Oui. Si tu fais un gong baf collectif, bon, tu vas utiliser des instruments à projection vibratoire, qui projettent. C'est-à-dire, par exemple, ce type de bol est un bol arrondi. Ça, c'est un bol de méditation. C'est-à-dire, il est martelé pour avoir une vibration horizontale et aller vers les gens.
Les bols qu'on utilise en massage sonore individuel ne sont pas du tout les mêmes, ce sont des bols à fond plat, Oui. qui sont faits pour être posés sur le corps et qui sont martelés pour que la vibration soit verticale Voilà. et rentre dans le corps. Les diapasons thérapeutiques, on ne les utilise pas en bain de gong parce qu'ils n'ont aucune projection de son à part si on les pose sur le corps. Donc là, c'est vraiment fait pour le soin individuel. On va moins mettre beaucoup de gongs en soin individuel parce qu'on est dans une salle de massage de peut-être 15 ou 20 mètres carrés, on va en rentrer un parce que ça va être nécessaire à un moment pour l'ancrage notamment, mais on ne va pas avoir une armada de gongs dans une salle où on fait un massage sonore. C'est plus les bols et les diapasons. En gong baff, on met le plus de gongs possible pour avoir toutes les fréquences possibles, tous les accordages planétaires, etc. Puis des bols, puis des instruments un peu plus mélodiques et harmoniques parce qu'on aime bien terminer nos sessions avec ça. Donc là, il y a une grosse richesse d'instruments, effectivement. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc tu proposes des massages sonores individuels quand on a une problématique plus précise. Et des massages, j'allais dire des massages sonores, enfin des gongs basses en groupe. Collectif, c'est ça. Mais même le gong, hein, on a des traitements individuels. Il y a des one-to-one gongs, c'est-à-dire c'est individuel. Tu t'assois juste de l'autre côté de ce gong-là, et là on crée une bulle, et tu joues tout doux, mais ça c'est très très puissant au niveau de l'émotionnel, pour aller chercher des choses, c'est très profond comme soin. Le plus courant, c'est le massage sonore. Le massage sonore, tu t'allonges sur table de massage, tu restes habillé, c'est le gros avantage. Il y a plein de gens qui sont en disgrâce avec leur corps et qui font jamais de massage, pour une raison ou une autre. Hein. Tu as un psoriasis, tu as eu un accident, tu as des cicatrices. Les gens, ils n'aiment pas se montrer, ils veulent pas se faire masser. Ce qui est terrible parce qu'ils prennent pas de soin, du coup. Alors que là, ils restent habillés, on leur pose les bols dessus, ça passe à travers, très bien. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de gens, on a beaucoup d'handicapés qui viennent, on a beaucoup de gens qui justement, ça, ils peuvent le faire. Donc ça, c'est quand même très très universel, là, pour le coup. On est toujours bluffé de la différence de gens qu'on a dans nos salles. Tu regardes, tu as toutes les couleurs, toutes les classes sociales, tous les états, les gens toutes les formes. Toutes les formes, aussi, effectivement. Donc oui, c'est très universel pour ça. Mais les instruments sont vraiment étudiés en fonction du type de soin que tu veux faire, en fait. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, entre autres, c'est que donc, tu dis que là, par le son, il y a une palette énorme de thérapies. Alors, thérapie, quand je dis thérapie, on va être quand même clair, parce que si vous prenez des médicaments, si vous êtes sous traitement médical, il ne faut pas arrêter, parce que même si tu as eu de très belles réussites, au résultat par rapport au diabète, j'entends ou autre chose. On va faire un point précis là-dessus, hein, parce que moi, quand tu disais que c'est très cartésien, oui, moi je suis très cartésien comme garçon. Je suis pas du tout perché. Enfin, je suis fils de prof de maths, j'ai besoin de comprendre. Mais tu es d'une famille d'artistes quand même. Oui, il y a beaucoup d'artistes dans la famille. Mais ceci dit, on a un cerveau gauche et un cerveau droit, il faut s'en servir. C'est-à-dire il y a de l'intuitif, mais il y a aussi du cartésien. Il y a des forces qui existent. Moi, j'ai arrêté de dire que j'étais athée. Moi, je dis que je suis agnostique. Je ne crois pas en un dieu en particulier, mais que des forces. Il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer de manière cartésienne, ça c'est certain. Bon, après, moi j'ai besoin d'expliquer les choses de manière très très concrète, et je pense que tous les traitements sont importants par rapport à ça. On est dans une logique, nous, chez Zen & Sound, qui est très simple. On ne se substitue jamais à la médecine traditionnelle. On travaille avec eux. On travaille avec la médecine, on a besoin de l'allopathie, on a besoin de l'homéopathie, on a besoin des médecines alternatives, et suivant où t'en es dans ta vie, tu vas avoir besoin de ça ou ça. On a beaucoup d'oncologues qui viennent nous voir et qui viennent prendre des soins pour comprendre ce qu'on fait aussi, parce qu'ils ont vu quelqu'un qu'ils ont en traitement qui a dit « Ah là là, qu'est-ce que ça m'a relâché ». Mais moi, je supporte pas en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans une charlatanerie totale avec ça, à raconter qu'ils vont remplacer les traitements. Moi je fais jamais ça, c'est pas juste du tout. Quand quelqu'un vient et nous dit « Ah, je suis en chimiothérapie, je voudrais remplacer ma chimio par votre truc », je leur dis « Stop, surtout pas ». Continue ton traitement. Maintenant, si tu veux, on te voit avant. On va aider à ce que tu sois beaucoup plus relaxé pour que le traitement se passe mieux. Peut-être tu auras un peu d'effets secondaires en moins. Et viens après pour qu'on détoxe un peu les produits. Ça, on peut le faire. On reste à notre place. Mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles ça marche bien, plus ou moins bien. Mais de toute façon, il n'y a rien d'absolu. Hein. Tu sais, la science, c'est comme la médecine, c'est comme la musique, c'est comme l'histoire. C'est des choses qui sont faites pour être transformées au gré des découvertes. Donc il faut rester ouvert en pleine évolution, parce que ça c'est juste. D'ailleurs, tu fais pas mal d'études accompagnées par, je crois, une clinique à Clermont-Ferrand et le CNRS. Ouais. Donc ça aussi, je trouve ça très intéressant parce que tu es assez volontaire de vouloir prouver quand même des choses, voir s'il y a des résultats et avoir une preuve scientifique. C'est-à-dire clinique. Alors effectivement, ce qui se passe, c'est que sinon ça reste empirique. C'est-à-dire que sinon tu as des retours des gens que tu as eu pendant une pratique qui viennent et qui te disent « Ah, j'ai eu une réduction de fibrome. Ah, j'ai mes maux de tête ou mon acouphène qui s'est calmé. Ah, bon. » Eh ben c'est bien, mais quelle fréquence a provoqué ça? On ne le sait pas. On a un mélange de fréquences qui a provoqué tel effet chez quelqu'un.
Alors c'est génial de savoir qu'ils vont mieux, qu'on a amélioré leur qualité de vie, mais quand même, moi mon but dans la vie, c'est quand même de laisser quelque chose. S'il est possible qu'on arrive à trouver des traitements et qu'on fasse rembourser ça par la Sécu, je serais le plus heureux des hommes. Puis savoir aussi s'il n'y a pas un effet placebo aussi. Alors, il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre aussi que, évidemment, placebo, je dirais plus que, vu que c'est relaxant, et vu que ça va aller sur la gestion du stress, et vu qu'on sait que le stress est quand même à l'origine de pas mal de choses, on va faire un petit point sur l'aspect somatique, parce que ça c'est assez important. Évidemment, c'est notre stress, nos angoisses qui vont somatiser sur des choses. Hein. On sait bien que le stress est à l'origine de beaucoup de nos problèmes. Il y a un côté somatique que nous on applique qui est beaucoup plus proche des énergétiques asiatiques que ce qu'on travaille ici. Je m'explique. Dans nos sociétés occidentales, on pose pas mal la chose suivante, on pense qu'on somatise physiquement nos problèmes psychologiques. En général, on s'arrête là. C'est assez réducteur. En Asie, parce qu'on dit énergétique chinoise, mais enfin c'est toute la chaîne himalayenne qui pense comme ça, eux ils pensent qu'on somatise physiquement et psychologiquement nos problèmes énergétiques. Ben, ça s'appelle aller à la source. C'est-à-dire, si tu vas pas à la source, cycliquement ton problème il va revenir si tu traites que le symptôme. Oui. Imaginons que tu as un mal de tête qui vient d'un problème cervical. Bon ok, tu prends une aspirine, ça va mieux, mais demain il revient. Bon, c'est par contre si tu traites le problème cervical, tu traites la source. C'est pour prendre un exemple. Donc c'est exactement ce qu'on fait en sonothérapie. On remonte, on va à l'opposé du symptôme, parfois c'est au bout du méridien, sous le pied, sur un point de réflexo. Ah, et bien là il y a un petit problème. Et là on va essayer de travailler ça, pour aller à la source, afin d'essayer de gérer le problème et qu'il ne revienne pas cycliquement comme ça. Si tu devais résumer les bienfaits, parce qu'en fait, donc tu dis bienfaits physiques, on l'a compris, psychologiques aussi, la relaxation, l'antidéprime, on va dire autre comme ça, émotionnel, énergétique avec les chakras, et finalement aussi, je dirais, spirituel, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait du transgénérationnel, du karmique qui peut se révéler par le son. Il y a des choses qui se passent quand on parle du ventre, puisqu'on en parlait. C'est aussi, bon, c'est pas que le siège de notre créativité, de notre sexualité, tout un tas de choses. C'est aussi le siège de nos mémoires cellulaires. Il y a les vieilles mémoires familiales qui sont là. Et c'est celui qui est le plus relié à l'eau d'ailleurs aussi. Ouais, complètement. Donc, oui, puis il y a une question d'organes. Il y a beaucoup d'organes importants là. C'est vraiment, on est dans ce qu'on appelle les chakras d'existence, là, les 3 du bas. Les 4 du haut sont les chakras d'essence. Et c'est pas que les chakras, c'est les organes également. Là, c'est là que ça se passe. Alors le transgénérationnel, oui, il est très lié aux mémoires cellulaires du coup. Alors on va aller travailler le ventre beaucoup. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont une circulation énergétique qui n'est pas dans le bon sens. Normalement, on doit être dans le sens des aiguilles d'une montre autour du nombril. Souvent, on est à l'envers. Et là, pour le coup, il y a des soucis. On ne sait pas toujours. Les gens, des fois, ils arrivent avec une problématique très simple. Ils disent « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. J'ai l'impression que j'ai un schéma comportemental que je n'ai pas créé, que je n'ai pas vécu. » Ah, ils viennent te le dire direct. Oui, il y a des gens qui sont très clairs par rapport à ça. Ils sont en pleine recherche. Tu as des gens qui ne savent pas du tout, qui arrivent, qui ne savent pas ce que c'est. On leur a juste dit « Tiens, t'es stressé, va les voir. » Bon, ça c'est souvent la femme qui amène son... D'ailleurs, il y avait une personne tout à l'heure qui m'a dit « J'ai une copine qui m'a dit de venir, je suis venue. » Oui, mais elle ne savait le pas bouche à oreille. s'attendre du tout. Et très souvent, c'est monsieur qui vient parce que les hommes ne font absolument rien pour eux jusqu'à ce qu'ils cassent la machine, tu sais bien. Ils font pas de prévention, ils attendent de faire un burn-out et là, ils commencent à s'occuper d'eux. Mais alors, en fait, on a des gens qui viennent chercher ça et qui disent « Mais oui, mais moi, j'ai des images qui me viennent, j'ai des problèmes qui viennent et j'ai pas l'impression de l'avoir vécu. » Alors, ça peut être, la mémoire est très sélective, on peut avoir des traumas en enfance, on s'en souvient pas, bon, très bien. Ça, on arrive à les trouver. Mais des fois, on trouve des choses qui sont très anciennes chez les gens. Et effectivement, ça peut être... Tiens, je vais prendre un exemple qui n'est pas très drôle, mais qui arrive très souvent. On va avoir toutes les femmes, de génération en génération, dans la même famille, qui ont le même trauma d'aller chercher le même gars violent. Et qui ont donc le même problème d'avoir quelqu'un qui est violent à côté. Elles ne savent pas pourquoi ça a été transmis. L'arrière-arrière-arrière-grand-mère était avec quelqu'un qui la battait. Et puis ça s'est perpétué. Des traumatismes comme ça, qui reviennent génération après génération. Et quelque part, c'est pour ça que l'hypnose existe. Oui. Et que des techniques comme ça aussi. Parce que là, encore une fois, on va à la source. On va chercher la source de ça. Et on essaye d'enlever ce qu'on appelle le référent. C'est-à-dire un référent peut être très toxique, comme il peut être très bénéfique. Quand on dit on a une grand-mère qui nous protège ou des choses comme ça, même si, bon, c'est un peu perché de dire ça, mais tout le monde le dit un peu. Bah oui. On a des protecteurs, on appelle ça des anges ou ce qu'on veut, mais des guides, exactement. Mais des fois, c'est des référents qui sont toxiques, c'est comme des cordons ombilicaux à travers l'histoire et qui sont pas bénéfiques pour nous. Et qui vont nous amener des schémas comportementaux qui sont pas justes par rapport à ce qu'on est et dont on veut se défaire. Tu m'avais pas dit que tu étais psy aussi ?
Oh là, surtout pas, là, ça c'est le écoute, boulot d'autres gens, ça. Non, mais vas-y, je t'ai coupé, pardon. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas pour répondre à ta question. Non, pas du tout. Alors là, j'ai grand respect pour cette pratique-là, mais justement, hein, quand il y a besoin de ça, nous, on sait où on... Encore une fois, moi, je me place pas sur un domaine qui est pas le mien. Je suis pas tout bib, je suis pas... Voilà. Quand il y a besoin, j'ai des cartes de confrères, et quand j'ai besoin, je donne aux gens pour aller... Bon, on a beaucoup de bipolaires qui viennent, et gens comme ça, on fait ce qu'on peut, mais c'est quand même le boulot des psys, ça. Hein. Donc, et qui font ça très bien. Pour revenir à ta question, tout ce qui est transgénérationnel, effectivement, ça existe. C'est quelque chose qui existe. Bon, et ben, si on peut aider là-dedans, ben, on va y aller. Et donc, effectivement, il y a des choses qui sont de l'ordre du physique, là, actuel. Hein, tu as eu des bobos, des choses, bon, très bien, on y va. Tu as des gens qui arrivent et disent « Ah, j'ai un nerf sciatique enflammé depuis 6 mois, tu peux faire quelque chose ?» Oui, on a un protocole nerf sciatique. Bon, ok, on y va. Acouphènes, des choses, des douleurs de règles, tout un tas de petits problèmes comme ça, qui sont pas structurellement invivables, mais qui peuvent l'être quand même. Alors après, tu as des gens qui viennent effectivement avec une demande qui est beaucoup plus précise, de l'ordre de ben, je me traîne avec il y a des gens qui appellent ça une entité, il y a des gens qui appellent ça je me sens habité, mais c'est pas moi. Enfin, ah bah oui, ben on va essayer de travailler ça parce qu'on sait pas d'où ça vient, mais bon, ça peut être une souffrance aussi, ça peut être difficile. Donc, en fait, chacun arrive avec, tu sais, on trimballe tous notre croix, je crois. Hein. Là, tu parles d'un exemple d'une femme d'origine russe. Tu peux en parler? Alors là, ça, c'est un gros souvenir, ça. Ça, c'était étonnant. Hein. Ça, c'est le premier soin vraiment très troublant que j'ai eu. C'est il y a des années de ça. C'est très étonnant. En fait, là, on faisait... alors, il y a une pratique que je fais, mais très, très, très rarement, parce que j'ai appris ça, mais c'est quelque chose que tu n'appliques pas, à moins d'avoir un groupe très soudé. C'est ce qu'on appelle un gong bath archétype. C'est-à-dire, c'est un gong bath qui est très puissant, qui est très technique, et qui permet d'aller un petit peu voir ses vies antérieures, un petit peu voir de... Bon. Et là, justement, t'as pas de... Parce que tu sais, hein, quand tu parles des vies antérieures, tu as toujours le premier guignol qui va te dire qu'il a été Ramsès II. Hein, tu sais, oui. Bah oui. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, autant être bon, voilà, hein, tu sais, bon, voilà, on a été illustre, forcément. Bon, à la fin d'une session comme ça, c'est pas ça qui te racontent les gens. Ils disent ah oui, moi j'étais paysanne, j'étais tisserande, j'étais... bon, voilà, là ça paraît vrai, hein, quand même. Il n'y a pas de Néfertiti dans la salle. Hein, deux, c'est ça. Ce jour-là. Et donc, en fait, et ce jour-là, justement, pendant la session, j'avais cette fille avec un type assez slave qui avait des genres de soubresauts un petit peu pendant la session. Je me disais, ouh, elle est en train de vivre quelque chose au niveau émotionnel qui a l'air d'être assez solide quand même. Bon, la session se termine et là les gens commencent à exprimer ce qu'ils ont ressenti pendant la fameuse session archétype. C'était un groupe, c'était à Cologne en Allemagne. Et un groupe qui méditait ensemble depuis presque 20 ans à aller partout dans le monde, faire des méditations dans des temples, dans la montagne, enfin génial. Donc j'ai accepté de leur faire cette session-là, vraiment très particulière. Et cette fille-là, alors moi je parle pas allemand, donc il y avait la prof de yoga du centre qui traduisait. Et donc j'étais très curieux de savoir ce qu'elle allait dire, parce que j'avais vu qu'elle avait réagi assez fortement. Bon. Et en fait elle explique là, avec un accent très fort, et j'ai capté que là elle n'était pas allemande, hein. Et du coup elle était russe. Elle venait d'arriver en Allemagne 1 an ou 2 avant, bon. Et la prof me dit, en fait, bon elle parlait tout doucement comme ça, elle n'avait pas de voix. Mais pas de voix, hein, du tout. Une fille qui doit avoir 35 ans. Bon, elle m'explique, bon, elle n'a pas de voix depuis petite, elle ne sait pas pourquoi, et que dès qu'elle se met à chanter, elle se met à pleurer, elle fait une crise de spasmo, enfin un truc post-traumatique important quand même. Et là, elle a vu. Et elle explique qu'elle a été torturée par les tsars parce qu'elle guérissait par le chant. Et donc du coup, il y a un trauma là. Et donc le chant devient quelque chose de quick. Interdit. Ah mais vraiment, mais quick, complet, plus rien. Et depuis petite, hein. Waouh. Donc elle explique ça. Et elle me demande un soin individuel le lendemain matin. J'en avais déjà 4. Je dis, bon, en général, j'en fais pas plus de 4 dans la journée parce que c'est costaud. Mais elle en avait besoin. Je dis, bon bah allez, je la prends avant, le matin, assez tôt. Et ben, j'ai pas fait les autres. Hein. J'ai pas pu. Hein. Ah bah, ça a pris 3 heures et ça m'a séché. Hein. C'était incroyable. En fait, oui, effectivement, elle a fait une espèce de régression pendant la session. Et elle l'a vécu, et elle tremblait dans tous les sens, et il y avait une espèce de voix rauque qui sortait, etc. Bon, et puis elle a fini la session, pour faire court, en disant « I am a queen again ». Je dis ah, « waouh ». Elle s'est mise à chanter pendant la session avec des espèces de mélopées grégoriennes bulgares absolument incroyables, avec une voix complètement dingue. Oh là là, et tous les gens du studio de yoga d'à côté étaient à la vitre à regarder, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc c'était assez étonnant. Il se trouve que la fille, du coup, elle a monté un groupe et là, elle vient de faire disque d'or en Allemagne. Alors qu'elle ne pouvait pas sortir plus qu'un filet de voix.
Bon, là, tu as l'impression d'avoir servi à quelque chose, tu sais. C'est clair. Là, tu ressors, tu as fini ta journée, tu dis « Ah, bon, voilà ». Mais ça, c'est des cas qui sont extrêmement rares. Hein. Là, on parle c'est un cas sur 5000 hein, qui est comme ça. Enfin, il y en a de temps en temps. Mais même un. Hein, bah, ça l'a aidé, du coup. Ouais. Il y a aussi une autre, complètement à côté, ce n'est pas du tout la même atmosphère, parce que tu parles de l'accompagnement en Hollande. Tu sais, des personnes qui vont mourir. Oui, qui décident leur départ, oui. Donc ça aussi, c'est très très émouvant, j'ai trouvé. Ouais, ça c'était la première fois, ça m'a retourné. Hein. Je l'ai fait 3 fois, c'est bon. Voilà, émotionnellement, ça doit être très éprouvant. Oui, parce qu'on n'est pas habitué, c'est-à-dire que eux le sont. Bon, il faut savoir que la Hollande, c'est quand même une société sacrément avancée hein, par rapport à nous. Hein. Mais ils sont venus... ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'ils ont ça. Oui, je sais. Mais je dis donc, ils sont venus te chercher pour ça la première fois. Et donc, toi, tu as eu le courage, entre guillemets, d'accepter parce que c'est pas une démarche forcément... J'ai surtout pas eu le cœur de refuser, en fait, pour te dire. Ouais. C'est-à-dire, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en fait, j'avais envie de leur donner. Hein. Bon, ils viennent le demander, je me suis dit, bon. Et j'avais un grand respect pour ça en Hollande, comme beaucoup de choses. Hein. Attends, imagine-toi que la sécurité sociale en Hollande rembourse 4 sessions de yoga par mois aux gens. Ça s'appelle de la prévention, ça. Passe un avis. Ouais, non, mais c'est ça, c'est complètement fou. Ils sont très très avancés hein, par rapport à nous sur tout un tas de choses. Sur le côté fin de vie, effectivement aussi. Donc, alors, oui, je faisais des gongbafs régulièrement en Hollande hein, depuis un moment. Et là, j'ai cette femme qui vient, qui m'explique que son mari est malade et qu'il a décidé de s'en aller. Parce que il en a plus pour très longtemps et qu'il n'a pas envie de souffrir et qu'il a envie de partir avec ses amis et sa famille autour et super et faire une fête et que ce soit voilà comme ils font là-bas. Hein. Ils mettent la musique qu'ils aiment, ils font une fête avec tous les amis, ça se fait presque dans la joie et très bien et ça se fait paisiblement et c'est très accepté dans la société. Il y a pas cette espèce de côté comment dire ? Il y a un côté dans les sociétés à influence judéo-chrétienne qui a un côté purgatoire, tu sais toujours, faut pas faire ça. Là encore, on est en train d'en discuter dans nos sociétés, et là, tout de suite, tu as des gens qui vont venir dire « Ah, mais oui, mais alors attends, c'est un suicide. » Mais tu sais que tu vas partir. Pourquoi est-ce qu'il faut infliger aux gens une dégénérescence tellement difficile à vivre, alors qu'en fait, tu peux tout simplement décider de faire ça simplement. Enfin bref, c'est un avis, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir cet avis-là. Et plus on avance dans l'âge, et plus ça paraît concret. Tu verras quand tu auras mon âge. Ah ben on avance tous, hein, tu sais, hein, le tas de sable, on a le même, hein, tous. Donc, et donc voilà, ils sont venus me chercher pour ça. La première fois, c'était très 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 troublant. Et j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps, pour te dire. Parce que le gars était adorable en plus. Et c'était très troublant. Ouais. Après, on m'a redemandé 2 autres fois de le faire. Donc après, bon, évidemment, tu es un peu plus habitué, même si c'est quand même émotionnellement assez costaud. Mais je trouve ça très beau. Ouais, donc tu vas là-bas avec quoi? Avec un gong, avec différents instruments, et puis tu le fais à une Alors, communauté. Alors, ça se passe en 2 fois ensemble. en général. Hein. Ça se passe là, tu es là, quand ils font l'injection, etc., pour aider le départ. Hein. Toi, tu es là? Ah ouais. Ah ouais, ouais. Non, moi, je pensais que tu le faisais avant. Non, c'est pendant. Hein. C'est vraiment... Donc c'est ça qui est totalement troublant quand même, hein. C'est-à-dire que c'est costaud quand même. Donc voilà, bon là j'avais amené 4 gongs. Bon, il m'avait demandé ça, donc voilà, différentes fréquences. Bon. Et ensuite, à chaque fois ça s'est passé comme ça, ensuite il demande à ce qu'il y ait un gong bath avec tout le monde, une espèce de cérémonie pour l'aider à partir, pour ouvrir les portes un peu. Oh, j'ai des frissons. Parce qu'en fait, bon, tu sais, il y a beaucoup de physiciens quantiques qui s'intéressent au gong parce qu'on sait que le vibratoire... Alors, la physique quantique a démontré scientifiquement que les portes interdimensionnelles, ce qu'ils appellent le multivers, étaient vibratoires. L'ouverture de ces portes était vibratoire. Ils ne savent pas quelle fréquence. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup derrière nous pour dire « Eh, vous voulez pas venir avec vos gongs qu'on essaye d'ouvrir des portes ?» Bon, alors, ça, c'est la physique quantique. Hein, c'est des choses qui sont existantes, mais qui sont très troublantes en termes d'études. Bon, peut-être on arrivera un jour à faire ça. Quoi qu'il en soit, à force de jouer les gongs, on se rend compte qu'il y a des choses quand même. C'est des canaux assez importants. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses très subtiles. Bon, donc là, que ça ouvre des portes pour que la personne puisse aller tranquillement vers la lumière, ça me paraît tout à fait probant, hein, pour le coup. C'est un peu ce qu'on a vécu d'ailleurs en faisant ces sessions-là. Ouais. Et en parlant de quantique, donc on va revenir dans un sujet un petit peu plus léger. Donc, je sais que tu as différents types de gongs, dont des gongs planétaires. Il y en a d'autres. Oui, je sais bien. Je sais bien. Il y a plusieurs grandes catégories de gongs. Hein. Alors déjà, les gongs qui sont recourbés vers l'arrière, il y a 2 grandes familles. Hein. Il y a ceux qui sont recourbés vers l'arrière, qu'on appelle des tam-tam gongs. Il y a ceux qui sont plats, qui sont complètement plats, qu'on appelle les feng gongs. Bon, ça, c'est les 2 catégories.
Là, dans la salle, on a quasiment que des tam-tam gongs parce qu'ils sont beaucoup plus puissants en termes thérapeutiques. Là-dedans, nous, on utilise 3 sortes de gongs. Ça, c'est un gong symphonique, par exemple. On en a plusieurs dans la salle. Le gong symphonique, évidemment, c'est celui qui a été créé pour les orchestres philharmoniques. Hein. C'est ce qu'on trouve dans des œuvres classiques où il y a beaucoup de gongs. Bon, citons au hasard le Carmina Burana de Karl Orff ou le Requiem de Mozart, où il y a pas mal de gongs. Il y en a d'autres où il y en a très peu. Hein. L'horreur, c'est les 4 saisons. Hein. T'as un coup de gong au bout de 140 pages. Donc quand t'es percussionniste classique, page blanche, faut pas le rater. Hein. Faut être concentré, t'en as un. Bon, trêve de plaisanterie. À quoi ça sert au niveau thérapeutique un gong symphonique? Le gros avantage des gongs symphoniques, c'est qu'ils n'ont pas une note prédéterminée, ils en ont beaucoup. Il y a 24 couches d'harmonique là-dedans, donc tu vas des infrabasses aux aigus très cristallins, et c'est là-dedans qu'il y a le plus de sound wave, le plus de wow, 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 wow. Ça, c'est très déliant au niveau des tensions musculaires notamment. Hein. Ça refait circuler pas mal de choses et ça enlève beaucoup de densité toxique. Donc ça, c'est le symphonique. Okay. Ensuite, tu as des gongs planétaires. Alors les gongs planétaires, ils sont accordés sur la fréquence de rotation des planètes. Alors, il y en a pas mal. Hein. Tous ceux qui ont des logos, là. Alors, accordés sur la fréquence de rotation des planètes. Là, on va parler d'astrophysique un peu. Oui. Parce qu'en fait, le gars qui a découvert qu'on pouvait accorder les gongs sur les planètes s'appelle Hans Cousteau. Astrophysicien, Hans Cousteau, suisse, des années 70, il a découvert ça en 72. Alors, un gong, là par exemple, celui-là, c'est un gong soleil. Alors, la fréquence du soleil, bon bah donc, on va calculer en astrophysique, c'est des mathématiques, hein, on va calculer la fréquence de rotation d'une planète. Hein, toutes les planètes ont une fréquence de rotation qui a été calculée en astrophysique. On peut accorder un gong sur ces fréquences-là. Pourquoi? Parce que le gong s'accorde au millième d'hertz, c'est-à-dire il y a trois chiffres après la virgule. Hein. C'est le seul instrument qu'on peut accorder au millième d'hertz. Hein. Le piano ou la guitare, c'est au dixième d'hertz. On est 100 fois plus précis là. Et vu que l'unité de mesure sur la rotation d'une planète en astrophysique, c'est l'hertz, et précisément le millième d'hertz, du coup, c'est l'instrument adéquat. Bon, alors ça nous permet d'avoir des planètes un petit peu différentes. Hein. Tu peux nous faire un petit avec ma yoche. Gong soleil. Ah, évidemment, plexus solaire, là pour le coup, on parlait d'accordage, on y est. Hein. Ça, c'est un gong terre. Alors terre, c'est le cœur, ça. Oui, parce que tu as aussi les éléments, justement. Alors, les éléments, c'est autre chose. Là, on a un gong. Dis, non, non, Terre, ça c'est la Terre, la planète. Okay. Alors, la planète Terre a une fréquence qui est tout à fait étonnante, qui est le 136,10 Hz, qui est aussi la fréquence du chakra du cœur, et qui est aussi la fréquence du Om. Dans un cours de yoga, quand tu chantes le Om à la fin du cours, c'est 136,10. Donc, fréquence importante. Hein. Bon, il y en a plein. Hein. Il y a les gongs lunaires, après, qui servent beaucoup plus sur la gorge et sur la sphère ORL, oui. qui sont en la dièse en sol. Et on se retrouve avec des gongs. Là, par exemple, on a Mercure, qu'on utilise beaucoup, puisque Mercure a cette fâcheuse tendance à être en rétrograde souvent, tous les 88 jours. Donc, on se retrouve avec un gong Mercure qu'on va jouer beaucoup plus. C'est l'avantage d'avoir des gongs planétaires, si tu veux. Tu vas pouvoir jouer une pleine lune, une nouvelle lune, une éclipse, et tu vas aussi pouvoir combler une planète qui est en rétrograde et dont on manque de l'effet pendant un temps donné. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, voilà, Saturne, là, il y a Mars, enfin, on a tout le système solaire qui est dans la pièce, et voire même un peu plus loin. Ensuite, les gongs symphoniques, bon, alors ils ont, évidemment, celui-là, il a des basses absolument incroyables, parce que vu la taille, c'est comme tous les instruments d'ailleurs, hein, tu vas dans un orchestre philharmonique, un violon, ça a à peu près la même forme qu'une contrebasse, sauf qu'il y a des basses. Plus l'instrument est gros, plus il y a des graves. Là, ça descend très très bas. Hein. Très très bas. Donc ça, c'est très puissant pour l'ancrage. Et ensuite, des gongs éléments. Alors, éléments, par exemple, là-bas, on a l'élément feu. Voilà, ça c'est le feu. Oui, alors, soleil, le feu, c'est très intéressant parce que du coup, le feu brûle les toxines en sonothérapie. Et il est très explosif. Là, j'y vais tout doux. Si on appuie un peu plus, il monte assez rapidement. Et ça, vu que dans un gong bath, on expulse beaucoup de toxines, ça permet justement d'aller enlever les toxines avant qu'elles re-rentrent dans le corps. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, on a pas mal de sortes de gongs, évidemment, et toutes les planètes qui sont là. Alors, quand tu parles de... Tout à l'heure, on parlait, tu sais, entre les bols, les directions verticales ou horizontales. Les gongs. Donc, quels sont-ils? Parce que par exemple, là, tu en as un, ok, on comprend, du moins. Ouais, ça part de partout. Voilà, là, ça va de partout. Mais ceux qui sont sur le côté. Pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ça part de tous les côtés, les fréquences des gongs. Que tu sois derrière, devant ou sur les côtés, tu vas les ressentir dans toute la pièce. Bien sûr. Et c'est le gros avantage, hein, c'est que ça se diffuse partout.
Donc ça, c'est assez efficace, hein. Alors évidemment, quand tu es en acoustique dans une pièce, tu peux aller jusqu'à 60-70 personnes juste en acoustique. Maintenant, quand tu as beaucoup plus de monde, il faut sonoriser. Ce qu'on fait sur les gros festivals. Tu mets des micros et tu envoies ça dans un sound system. Et c'est justement ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi dans ton livre, parce que là, c'est très détaillé. D'ailleurs, moi j'aime bien quand tu expliques qu'en fonction de la salle, quand tu vas dans des salles, tu y vas toujours en avance déjà pour tout préparer. Parce que si les plafonds sont trop hauts, en fonction de la matière, du matériau du mur, du sol et autres, bien sûr. en fait, le son ne va pas rebondir, si je parle ainsi, Ah bah là, oui, de la c'est même ça. façon. Ah bah non, mais il y a des fois, moi ça m'arrive de refuser des salles assez régulièrement, de dire bah non, il faudrait trouver une autre salle parce que les matériaux vont pas convenir. Si tu veux au sol, si tu as du carrelage ou du ciment ciré, ça va pas aller, c'est trop brillant. Il te faut du parquet, ou il te faut des tapis coco, ou des choses comme ça qui vont garder les basses. Ça, c'est des propriétés acoustiques de base, c'est-à-dire les basses rebondissent sur le sol et remontent, les aigus rebondissent au plafond et redescendent. Bien, alors ce que tu veux pas au sol, c'est un matériau trop brillant, sinon il n'y a pas de basse. Et ce que tu veux pas au plafond, c'est un matériau trop mat, c'est-à-dire un plafond en bois, c'est catastrophique. Parce que les aigus ne se développent pas. Ils restent au plafond et ne redescendent pas. Donc les gens ne les perçoivent pas. Au sol, c'est la même chose. Il vaut mieux avoir du bois au sol pour le coup, parce que ça garde les graves. Donc ça, c'est important, hein. C'est vraiment des propriétés psychoacoustiques qu'il faut connaître quand on fait ce métier-là. Ah oui, ça c'est ta formation d'ingénieur de son Oui. qui sert. Tu sais tout, toi. Ah oui, je sais tout. Ah, mais j'ai potassé avant de venir, hein. Il faut pas croire. Oui, ça peut servir, oui, effectivement. Mais notamment pour sonoriser, parce que c'est vrai que quand on joue dans des gros festivals où il y a un gros sound system, il faut savoir quel micro mettre et comment équaliser les gongs, pour que ça sonne en face, hein. Parce que c'est difficile à sonoriser, ça. Parce que justement, donc, tu ne fais pas que des gongs basses ici ou des choses en individuel, donc tu fais également des festivals relativement grands. À Paris, on a fait par exemple le Grand Rex avec les gongs et ça, on arrive à faire sonner, hein, même pour 3000 personnes. Des gros festivals en extérieur, si le sound system est bon, moi j'ai un parc de micros que j'amène moi-même parce que les gars n'ont jamais ce qu'il faut, hein. Il faut des micros très spécifiques pour ça. On a fait du 30 000 personnes déjà avec les gongs. Ah oui, c'est énorme. Ouais, puis il faut un bon sound system, là. Il y avait 180 000 watts de son sur les gongs. Et dans ce cas-là, vous êtes plusieurs à travailler sur Non, pas scène. forcément. Non. Pas forcément. Il faut juste que le son soit bien calé, et puis après tu joues. Combien de temps ça dure pour toi Ça, en moyenne? Ah, de quoi? De caler le son? Non, de jouer. Ah, Enfin, bah ça dépend, hein. Tu sais, tu as des... Il y a des moments, par exemple, des festivals, ils vont dire, bon, alors, vous allez jouer avec le groupe, mais avant, j'aimerais que tu ouvres le festival avec les gongs. Mais c'est pas la peine de jouer 2 heures, parce que les gens sont debout, il y a 30 000 personnes debout, ils ont envie de danser, c'est juste pour nettoyer, qu'ils soient bien centrés avant d'attaquer. Bah, là, tu vas jouer 20 minutes, une demi-heure, et ça suffit largement, hein. Et puis, tu attaques ton concert derrière. Après, si on est vraiment sur un gong baff proprement dit, bon bah là, un classique c'est 1 heure, un super c'est 2 heures, une puja on va sur 4, 6, on a fait 12 heures déjà. 12 heures de gong d'affilée. Waouh. Bon, alors, pour les petits que nous sommes, si les personnes qui nous écoutent voulaient, par exemple, commencer tout seul, alors je sais que tu proposes des formations qui peuvent être pour les professionnels ou aussi pour les néophytes qui veulent juste Ah ben il y a plein de utiliser, néophytes. Alors, il y a plusieurs formats. On a, par exemple, on a un centre de formation qui est dans le sud, près de Montpellier, où on a notre académie, où là, on forme des gens vraiment qui ont envie d'apprendre la technique, hein. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire, il y a des formations pour les gongs, il y a une formation pour les massages sonores avec les bols et les diapasons. Il y a une formation également pour le yoga du son, la voix, les mantras. Et ici, à Paris, on fait aussi des petits ateliers d'initiation. C'est les premiers soins, en gros, les premiers gestes. Où là, en 3 heures, tu vas apprendre peut-être une trentaine de gestes sur les 800 ou 1000 qu'il y a dans le massage sonore. Et c'est les premiers soins. Bah, s'enlever le stress de la cage thoracique avec un diapason à la maison. Des choses comme ça. Tu peux nous montrer un diapason ou c'est compliqué? Tu en as sous la main? Alors, un diapason thérapeutique, ça ressemble à ça. Alors, c'est pas l'outil de torture. Ouais, c'est un côté médiéval, hein, t'as vu? C'est pas le même type de diapason que le diapason qu'on connaît pour accorder le piano, hein. C'est du diapason thérapeutique avec des lestes, ils sont beaucoup plus épais, et il y a un aspect très très vibratoire. Alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand tu le fais sonner là, t'entends rien. Sauf que quand tu le poses, là t'entends vraiment. Ah oui. Et le fait est que ça dans le corps, mais c'est très très efficace, quoi. Tiens, regarde. Waouh. Ah oui. Oui. Bon, ça te prend toute la cage thoracique. Là, on est sur 136.1, c'est le même, justement, ohm, fréquence du chakra du cœur, et donc ça, c'est très déstressant. C'est un peu un universel, pourquoi il sert à pas mal de choses. Bon, on l'est tous, hein, attends, oh là, les êtres humains, tu sais. Qui n'a pas besoin de ça? Donc du coup, on est sur ce type d'outils qu'on utilise beaucoup en massage sonore individuel. Il y en a beaucoup de différents, des diapasons.
on en utilise 30 ou 40 différents, suivant les parties du corps, est-ce que tu as envie de travailler. Voilà, exactement. Et donc ça, tu dis, tu fais des formations, petites formations pour apprendre à... Des initiations, ouais. Donc moi, je pourrais faire ta formation, j'achète un diapason et je me fais mon petit soin moi-même. Tout à fait. Alors on a beaucoup de gens, et ça peut créer des vocations aussi, on a beaucoup de gens qui font la petite initiation de 3 heures comme ça, et puis qui ensuite viennent en formation. En se disant, ah bon là j'ai vraiment envie d'apprendre plus. Oui, parce qu'on voit l'effet, le résultat, ouais, et voilà, on ouais. se dit... Et on se dit, tiens, là ça me plaît bien, j'ai vraiment envie d'apprendre la technique complète. En initiation, on a 2 types d'initiation. On a l'initiation aux outils thérapeutiques de sonothérapie, donc ce genre de choses, les bols thérapeutiques. Et puis une qu'on a fait là il y a 2 jours, qui est l'initiation au bain sonore. Comment est-ce qu'on dirige un bain sonore avec plein d'instruments comme ça pour les amis. Donc ça, c'est 2 choses différentes. L'initiation aux outils thérapeutiques débouche ensuite sur la formation au massage sonore, alors que l'initiation au bain sonore va déboucher sur la formation au gong baf. Voilà. Donc on a ces différents types de formats pour pouvoir apprendre un petit peu. Mais c'est vrai qu'en un atelier de 3 heures déjà, tu apprends pas mal de choses, tu repars avec un bol, un diapason, et tu sais comment enlever telle ou telle problématique à toi ou tes proches, hein, ou ton animal de compagnie. Oui, parce que justement, oui, j'allais poser la question tout à l'heure en disant, on a parlé des adultes, éventuellement des enfants, tu parlais, et puis bon, les animaux aussi ont droit à leurs petits soins. Ah, c'est des grands enfants, hein. C'est ça. Et si quelqu'un n'a pas de bol, n'a pas de diapason, n'a pas d'outils, bon, il peut peut-être l'acheter chez toi, parce que j'ai vu que tu avais une boutique. On a tous ces instruments-là dans nos centres, mais aussi on a une boutique en ligne. Alors c'est-à-dire sur le site de Zen & Sounds, en fait, sur zenandsounds.com, il y a un onglet boutique où on vend tout ce matériel-là. Alors évidemment, on fait beaucoup de recherches pour avoir le meilleur matériel possible, donc c'est vraiment du très très haut vol, c'est de l'orfèvrerie. Donc là, on ne peut pas se tromper. C'est très important, quand on achète un bol, un diapason, un gong, d'aller vers des spécialistes. Parce que malheureusement, c'est devenu un effet de mode un peu et tout le monde en vend. Et alors on se retrouve des fois à acheter des trucs qui vraiment, bon, il vaut mieux aller chez Tefal, hein, ça sonne mieux. Alors justement, donc, tu me dis qu'il y a des diapasons avec différents hertz, les bols sont différents. Quelqu'un qui te commande par Internet, comment va-t-il choisir ? On a des explicatifs quand même sur la page en disant ce diapason-là sert pour la circulation. D'accord, oui, mais s'il n'a pas fait de formation, il ne sait pas l'utiliser. Tu envoies des petites explications ? Non, pas forcément. On demande aux gens de venir en initiation parce que le problème, c'est toujours pareil. Pour moi, la sonothérapie en ligne, ça n'a pas de sens. Hein. Il faut être en présentiel, ressentir les vibrations. Les formations de sonothérapie en ligne, je ne comprends pas, quoi. Je comprends pas parce que les gens, ils apprennent de la théorie, mais la pratique, il faut la ressentir quand même, quoi. Donc ça, c'est assez important d'être en présentiel là-dessus. Des initiations aux outils thérapeutiques, on en fait à peu près 1 par trimestre. Donc on en fait assez souvent. Donc du coup, les gens, s'ils ont envie d'apprendre, ils viennent faire le petit atelier de 3 heures. C'est pas tellement demandeur en temps, c'est pas très chronophage. Et du coup, ils apprennent les premiers soins et ils peuvent repartir avec un peu de matériel. Bon, après, si quelqu'un a vraiment une problématique donnée, ça nous arrive par exemple, quelqu'un arrive avec... bon, alors j'ai un problème de jambes lourdes, de circulation, de rétention d'eau, de phlébite ou... Alors, ils viennent chercher le 32 Hz, qui est vraiment la fréquence pour refaire circuler. Et ils nous demandent, comment on fait, etc. Bon, dans ce cas-là, ils nous prennent une session de massage sonore d'1 heure, et en 1 heure, on leur explique le maniement. Hein. Ça, on le fait, hein, c'est des choses qui sont faisables pour vraiment une utilisation, une application précise. Ah, c'est passionnant. Tiens, à propos de bol, je voulais que tu me donnes ton avis sur celui-ci. Ne le regarde pas méchamment. Je ne le regarde pas méchamment, je l'observe. Voilà, il vient de Corée, il m'a été offert... Et dis-moi, parce que, qu'est-ce que tu en penses ? C'est un RIN. Aucune idée. C'est un RIN, c'est la même chose que ça, mais en petit. Ah, que celui-là ? Waouh, ah oui. Je n'arrive pas à le faire chanter. En fait, c'est-à-dire, il n'est pas très très bien pour faire chanter pour une raison. Merci, rassure-moi. C'est quasi impossible en fait. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire, les bols tout petits comme ça ne sont pas des bols pour faire chanter, c'est des bols de frappe. Alors le fait est que là, j'ai un petit coussinet, mais je ne l'ai pas mis. Faut y aller tout doux. Frappe, c'est parfait. Voilà. Pour moi. Mais ceux-là, c'est pareil, on les fait pas chanter. Hein. C'est des bols de frappe. Hein. Regarde, tu vois. Mais là, on va utiliser une maillotche qui est plus grosse. Mais là, c'est tout à fait le même type de bol. Regarde, il a les petites stries, c'est pareil. Hein. Ça, c'est un bol RIN qui n'est développé que en Chine, au Laos, en Corée, dans des pays comme ça. Et donc l'objectif est c'est de l'appel à la méditation dans les temples bouddhistes et taoïstes. D'accord, mais ça m'étonne pas. C'est ça, ça sert à ça. Hein. C'est pour ça qu'on le met en centrale comme ça appelle à la médite. C'est un petit laser, ça n'a qu'une note, c'est vraiment tac. Bon, mais maintenant, alors, les bols tout petits sont très difficiles à faire chanter. Hein. Pour faire chanter, il faut quand même avoir, par exemple, bon allez, ça fait 16 cm. Hein. Là, tu es sur du 8, c'est tout petit quoi. Mais en frappe, c'est un petit laser, il est pas mal. La qualité est bien, il est assez régulier. Ça on voit la qualité du bol sur le fil qui est là.
Des fois, c'est très très irrégulier parce que c'est pas de la bonne qualité. Les bonnes qualités, ils sont vraiment très réguliers, très bien martelés. D'accord. Ah ben, Mais merci. il est pas mal du tout ton bol. J'ai essayé de le faire chanter pendant des semaines, puis j'ai renoncé. J'ai dit je suis nulle. Non, c'est pas ça, Et c'est que en c'est fait, quasi pas possible. Merci. Si tu devais donner un petit conseil aux personnes qui t'écoutent. Ah non, avant le conseil, vous attendez encore 5 minutes, il va vous donner tout à l'heure. Je voulais quand même parler de tes projets. Quels sont tes projets? Parce que je sais qu'à part ces formations dont on a parlé, à part les bains dont tu parles ou les massages, tu fais aussi ce qu'on appelle le water gong. Ce que j'ai trouvé ça très original. Alors tu peux en parler en 2 mots? Bah, ça, c'est une technique qu'on a créée à l'époque où on a ouvert notre premier centre en Espagne. On vivait sur l'île d'Ibiza pendant 20 ans. Et là-bas, il y avait un centre qui pratiquait des pratiques dans l'eau, comme le Watsu, le water flow, des choses comme ça. Puis j'ai commencé à descendre dans l'eau avec les bols, et puis me dire, tiens, intéressant. Puis j'ai commencé à travailler aussi en mettant des micros sur les gongs et en les transmettant avec des enceintes étanches sous l'eau, dans la piscine. Et commencer à mettre des gens là-dedans, les faire vibrer dans l'eau. C'était mes expérimentations de l'époque. Et puis j'ai monté une méthode comme ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une grosse transmission vibratoire dans l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle est 5 fois plus conductrice que l'air. C'est assez dingue d'ailleurs, parce que quand tu écoutes un bol, tu vas prendre un bol comme ça. Là. Tiens, regarde, tu vois, celui-là, il va sonner comme ça. Là, dans l'air, tu entends... Tu mets le même dans l'eau, tu entends... 3 octaves plus bas. Parce que tout simplement, dans l'air, jusqu'à ton tympan, il y a une compression naturelle de l'air, de sa densité, pour que n'arrive à ton oreille que cette octave-là. Dans l'eau, elle n'y est plus, cette compression. Ça veut dire que tu entends les 3 octaves en dessous, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas le même bol. Ben si. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe à l'intérieur de notre corps, puisqu'on est plein d'eau. Résultat, les soins dans l'eau ont une efficacité sur certaines choses que tu ne peux pas obtenir dans l'air. Donc, on fait des soins de water gong à des gens, par exemple, les grosses discopathies, des gros problèmes de dos, tu arrives à lâcher, il n'y a plus d'apesanteur, tu flottes. Donc il y a un lâcher-prise total et ça fait qu'on arrive à réhydrater des disques complètement secs depuis 10 ans. On arrive à faire dormir des gens qui sont insomniaques chroniques. Parce que tu arrives à faire lâcher des choses qui sont assez étonnantes dans l'eau. Donc on a développé cette technique-là. Alors ça, on fait ça à Zen & Sound Sud, près de Montpellier, puisqu'on a plusieurs espaces aquatiques là-bas. Et donc on fait des soins dans l'eau qui vont être, alors il y a une partie, tu vas jouer le gong avec les micros, donc on fait vibrer toute la piscine et on fait un water flow aux gens pour arriver à leur faire lâcher la pesanteur. Après on les bloque avec des flotteurs et puis ensuite on passe sous l'eau, sous la colonne avec des bols là pour aller, il y a une partie apnée, etc. C'est assez technique. Et pour terminer parmi tes différentes formations, les choix, tu as également ton épouse, ta compagne qui fait du yoga du son. Qui me semble aussi très intéressant. Ah, c'est très intéressant. Même pour les personnes qui ne savent pas chanter, c'est important de le souligner, et peut-être qui ne font pas trop de yoga non plus. C'est ça, le yoga du son, il y a assez peu de postural. Le postural qu'il y a, ça va être ce qu'on appelle du restorative yoga, c'est-à-dire ce sont des postures très simples, très langoureuses, qu'on garde, et puis où on va aller exprimer un son de tel ou tel organe en même temps. La base, c'est alors les sons de guérison taoïste, organe par organe, les bija mantras, qui sont les mantras monosyllabiques indiens correspondant à chaque chakra. On va aller dézoner ou zoner tel ou tel truc. Un petit tuyau, là, vous voulez savoir ce que c'est que le yoga du son? Je te le fais faire. Mets ta main là. Voilà. Attends, je n'ai plus de voix, alors ça tombait bien. Et là, tu vas faire ah. Bon, on est d'accord, ça résonne ici. Oui, ça vous pourrez essayer. Très bien. Oui. Mets ta main au-dessus de la tête. Pardon. Et là, tu fais I. Ça vibre en haut du crâne. Oui. Laisse ta main là-haut. Et là, refais le A. Ah. Il se passe rien. Il se passe rien. Donc le A, il est là. Le I, il est là. C'est juste pour dire, les voyelles, les consonnes ont des endroits particuliers à l'intérieur du corps. Et c'est ce qu'on va aller travailler en yoga du son, hormis le côté, toutes les traditions humaines qu'on peut travailler. Chant diphonique mongol, le bulgare, le grégorien, des choses dans ce genre-là. Et puis aller aussi travailler tout ce qui est mantra, chorale de mantra et des choses dans ce genre. Que de choix. Spécialité d'Eli, effectivement, dont c'est le métier. Elle est formée à ça et elle fait des formations de yoga du son et de chant thérapeutique. Oui, c'est pour ça que je voulais aussi la mettre à l'honneur parce qu'elle a contribué au livre. Tout à l'heure, je vais peut-être demander d'abord tes conseils. Allez, zou. Zou. Alors, si tu devais donner 1 ou 2 conseils aux personnes qui nous écoutent, que ce soit par rapport au gong, par rapport à leur équilibre énergétique, par rapport au bol, ou par rapport tout simplement à leur journée. Il est assez important, de manière générale, d'aller trouver les moyens de notre équilibre.
Parce qu'en fait, c'est encore une fois la disharmonie et le déséquilibre permanent qui fait qu'on devient irascible, qu'on s'énerve plus facilement, qu'on juge facilement, qu'on met l'ego trop en avant, etc. Ça me fait toujours rigoler quand les gens disent « j'ai pas d'ego ». Ego en latin, ça veut dire je suis. Alors si t'as pas d'ego, c'est que t'es pas. On a tous un ego. La question, c'est ce qu'on en fait. Surtout. Et en prendre conscience aussi. Voilà, c'est important. Quand parce il est trop. Bah oui, il y a le bon ego et le mauvais ego. Le mauvais ego, c'est l'égoïsme, et le bon ego, c'est celui qui nous fait créer. Bien sûr, on en a besoin. Oui. Ouais, tout à fait. Donc alors. Les techniques elles-mêmes, bon, alors on a tous besoin d'une pratique, mais alors après il faut quelque chose qui nous résonne juste. Il y a des gens qui sont très réceptifs au reiki, au magnétisme, au yoga ou à la méditation, et d'autres qui découvrent des pratiques comme ça. L'avantage de la sonothérapie, c'est que tu n'as strictement rien à faire en fait. C'est ça qui est très universel, c'est que tu t'allonges sur un tapis, tu reçois les fréquences, c'est eux qui travaillent, pas toi. Parfois il y en a quand même qui bloquent aussi, qui ferment les portes. Ah ouais, pas longtemps. Tu sais, les projections mentales, on en a qui arrivent sceptiques comme ça en croisant les bras en disant j'y crois pas. D'abord, on va leur expliquer que ça n'est pas une religion, donc on n'est pas dans la croyance. On est dans quelque chose qui est très mathématique et scientifique et qui marche exactement de la même manière pour tout le monde. On le voit sur les résultats scientifiques. C'est proche de la République bananière. Quand tu as 97% de résultats qui sont les mêmes, tu te dis, bon, les 3% qui restent ont menti ou quoi? Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, aller chercher la pratique qui nous convient, qui nous fait du bien, quand on la trouve, quand on trouve un bon masseur, quand on trouve... Là, ça fait du bien et donc on peut y retourner. Et c'est en général, on garde les thérapeutes qu'on a, on garde notre kiné parce qu'on a trouvé. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Pour démarrer la sonothérapie, faut le ressentir. C'est bien d'en parler, mais il faut le ressentir, il faut essayer. Alors pour essayer, il faut d'abord pas aller n'importe où, parce que malheureusement, c'est devenu une pratique qui est devenue très fashion. Ça commence. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Beaucoup. On en voit des tonnes de vidéos de gens qui ne sont pas formés du tout, qui se prétendent sonothérapeutes, qui mettent des coups n'importe comment, qui tapent pardon là-dessus un peu comme des bourrins. Ça se joue tout en douceur. La force n'existe pas en sonothérapie, il n'y a que de la douceur. Si tu as besoin d'un peu de puissance, tu y vas, mais pas de force. Surtout pas. L'intention est très importante, ça se joue vraiment en bienveillance, surtout dans la lumière. Il ne faut jamais faire de la sonothérapie si on est en colère. Vaut mieux aller se centrer avant, parce qu'on va le transmettre aux gens. Donc c'est des choses importantes. Alors, choisir son sonothérapeute, aller se renseigner s'il est bien formé, si c'est quelque chose de sérieux, et lire dessus un petit peu, avant d'aller... Nous, on a des gens qui arrivent et qui ont perdu une oreille. Parce qu'ils sont tombés sur quelqu'un qui leur a dit « Vas-y, colle ton oreille » et qui ont cogné là-dessus comme des dingues. Faut pas faire n'importe quoi, mais vraiment pas, c'est pas des jouets. Donc, c'est pas que acheter l'instrument, c'est apprendre à s'en servir, bien évidemment, se former, c'est très très important. On va pas aller s'improviser prof de yoga si on n'a même pas fait ces 200 heures, en fait. Mais il y en a. Il y en a, ouais, malheureusement, ça existe aussi. J'ai même des gens, il y en a 5 ou 6, là, des profs de yoga qui prétendent avoir été formés chez moi, je les ai jamais vus. Tu donnes un certificat, bien sûr. Ouais. Non, il y a des gens qui racontent ça. J'ai des élèves qui arrivent, ma prof de yoga, elle est formée chez toi, comment elle s'appelle? Jamais entendu parler. Non, il faut être un peu dans la justesse et surtout beaucoup d'humilité, parce que c'est pas des choses qui s'improvisent ni qui se racontent quand on ne sait pas de quoi on parle, en fait, tout simplement. Donc le conseil, c'est de faire un peu attention à ça. Et puis le conseil général, puisque tu parlais de ça, le conseil général, c'est il n'y a qu'avec amour qu'on fonctionne, là. Ouvrez le cœur au maximum, là, on est tout plein de barrières, en fait, dans nos sociétés. C'est comme un château fort, là. Les gens, ils ont construit un château fort, il y a des meurtrières, ils envoient de l'huile bouillante, l'arbalète. Ça, c'est au cas où. C'est ça. Même en fait, sans savoir. En fait, tu sais, c'est très simple. Plus on a la barrière, et moins on va ressentir les vraies choses. Les gens qui gardent les barrières, ils vont pas se faire mal. Mais par contre, le vrai bonheur, ça risque d'être un peu superficiel. Alors, on ouvre toutes les barrières, quitte à prendre 2-3 torgnoles, c'est pas trop grave, parce que quand on va vivre quelque chose d'intense, ça va être vrai. Ça, c'est le gros conseil. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Je voulais, pour conclure, te donner un petit cadeau, te remercier. Ah, attends, tu sais pas ce que c'est. Ah, le petit enfant, il a les yeux brillants. En lisant ton livre, j'ai essayé de trouver, tu sais, à chaque fois, j'essaye de savoir ce qui peut faire plaisir. Et puis, quand j'ai lu qu'il y avait les gongs par rapport aux éléments et autres, en fait, j'ai voulu t'offrir cela. Oh, super. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Eh ben, j'espère que ça va te faire merci beaucoup. Je suis touchée. Moi. Super. Moi ben voilà. Je suis ravie. Tape de nuit. Voilà. Génial. Et ben voilà, je voulais te l'offrir. Ah oui, quand même que voilà, ce sont les 5 éléments du taoïsme. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est moi qui te remercie d'avoir passé autant de temps avec moi, de m'avoir dévoilé ton antre, dans lequel je me suis trouvée très bien. Et je pense que l'idée du diapason, d'un petit cours de diapason, va faire sa route.
Oui, Super. ça me tente beaucoup. Bah, écoute, bienvenue alors. Merci à toi. Mais je t'en prie. Et puis, portez-vous bien tout ça. Prenez soin de vous. J'espère que cette découverte vous a plu et que si vous êtes dans Paris, région parisienne ou vers Montpellier, vous allez avoir peut-être la curiosité et l'envie de venir voir de plus près, ou plutôt d'entendre et de vivre de plus près. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle rencontre. Au revoir. Au revoir.